Bonjour, bienvenue à ce midi webinaire sur la surveillance électronique des employés au Québec. Mon nom est Lucie Haenel, je suis conseillère à la recherche à la FTQ et j'ai la chance d'être une des 3 personnes qui animera ce webinaire. Mais d'abord, merci d'être présente et présents. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir répondu positivement à notre invitation, c'est dire que c'est une thématique qui interpelle. Pendant que je suis dans les remerciements, j'en profite pour remercier le comité organisateur de l'événement, à la CSN Christian Cyr, à la CSQ France Bernier, Jean-François Piché et Étienne Richer, à la FTQ Lucie Morissette, Serge Beaulieu et moi-même, et à l'UQAM Marianne Théberge-Guyon et Julie Raby, agentes de développement au service aux collectivités. Et Kenza également. Merci pour votre implication. Ce webinaire est organisé en collaboration entre la CSN, la CSQ, la FTQ et les services aux collectivités de l'UQAM. L'événement est une initiative du protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ. Il s'agit d'une entente de collaboration entre l'UQAM et les 3 grandes centrales qui a mené à de nombreux projets de recherche, de formation, de transfert et de diffusion des connaissances. Ces projets prennent forme à la demande des besoins des milieux syndicaux et se réalisent en partenariat avec des professeurs de l'UQAM. Pour ce webinaire, il s'agit d'une présentation des professeurs Ariane Ollier-Malater et Yannick Provost-Savard. Ariane Ollier-Malater est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la régulation du digital dans la vie professionnelle et personnelle et directrice de l'International Network on Technology, Work and Family à l'ESG UQAM. Ses recherches portent sur la digitalisation du travail et de la vie dans différents contextes nationaux. Elle a publié un livre sur la surveillance en Chine et coécrit plus de 75 chapitres d'ouvrages et articles dans des revues en management, en sociologie, psychologie et systèmes d'information. Ses recherches sont régulièrement diffusées dans les médias canadiens et internationaux. Yannick Provost-Savard est professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et responsable de la section psychologie du travail et des organisations de ce département. Le laboratoire de recherche sur les sphères de vie et le travail qu'il dirige s'attarde aux enjeux entourant le télétravail et la conciliation entre les sphères de vie professionnelles et personnelles. Ces travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques nationales et internationales, dont Psychologie canadienne, The International Journal of Human Resource Management et Journal of Occupational and Organizational Psychology. Il a réalisé et dirige actuellement des projets de recherche partenariaux avec des organismes et entreprises québécoises et canadiennes, notamment de par son implication auprès du service aux collectivités de l'UQAM. Quelques mots maintenant sur le déroulement du webinaire. En introduction, Christian Cyr, conseiller à la CSN, fera une brève mise en contexte de ce projet de recherche. Par la suite, Yannick et Ariane présenteront les résultats de la recherche et une période d'échange suivra. Durant le webinaire, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps en cliquant sur la bulle « Converser » au bas de votre écran. C'est à cet endroit que vous pouvez poser vos questions. On va souhaiter que tout se passe bien au niveau technologique, mais si vous avez des questions techniques, vous pouvez les poser dans le clavardage. Également, ce webinaire est enregistré et afin de préserver un espace de parole libre de contraintes, les questions pour la période d'échange seront accueillies uniquement dans l'espace de conversation à l'écrit. Voilà, je laisse maintenant la parole à Christian Cyr pour la mise en contexte de la recherche. Bonjour tout le monde. Pourquoi on a décidé de travailler sur ce sujet-là? La surveillance a toujours été un enjeu à circonscrire dans nos milieux de travail. Le stress qui est causé à nos travailleuses et travailleurs sous surveillance nous préoccupe beaucoup. C'est un enjeu important pour nous. On n'a qu'à penser, voilà plusieurs années de cela, l'image des couturières qui devaient travailler devant un ou des patrons qui ne faisaient que constamment se promener dans l'usine et vérifier le travail qu'elles faisaient. Assis sur une chaise avec de la musique entraînante ou dans la cacophonie du bruit des machines. Puis sont arrivées les caméras. Bon an, mal an, à force de bataille, le milieu syndical a réussi à circonscrire l'utilisation de ces caméras-là aux fins de protection des biens de l'entreprise. Et on a empêché qu'elles soient utilisées pour faire de la surveillance directe des travailleuses et des travailleurs. Il fut un temps où installer des systèmes de caméras coûtait extrêmement cher aux entreprises, mais maintenant, c'est beaucoup moins dispendieux d'utiliser ce genre de système. Il devait aussi passer beaucoup de temps pour visionner les enregistrements. Aujourd'hui, la révolution technologique rend la surveillance non seulement plus efficace,
mais aussi moins dispendieuses pour les entreprises. Aussi, la diversité des moyens de surveillance, ça permet aux employeurs de demander à l'intelligence artificielle d'analyser des données de surveillance, puis de se servir de cette analyse pour discipliner ou augmenter les pressions sur les travailleurs et les travailleuses. Ces nouveaux moyens sont cachés à travers des outils de travail, ne sont pas connus par nos membres. Donc, nous avons voulu voir avec cette enquête c'est quoi les types de surveillance électronique qui existent et également connaître l'état des lieux dans nos milieux de travail via nos membres. C'est la base pour ensuite développer des outils afin de mieux encadrer cette nouvelle surveillance électronique. Alors, je vais passer la parole à nos chercheurs et chercheuses. Merci Lucie, merci Christian. Je vais très brièvement vous présenter l'équipe projet au complet. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de personnes qui a travaillé sur ce projet depuis maintenant 2 ou 3 ans. Donc du côté des centrales, Serge Beaulieu, Lucie Haenel, Lucie Morissette à la FTQ, France Bernier, Jean-François Pichet, Étienne Richer à la CSQ et Christian Cyr à la CSN. Du côté du service collectivité UQAM, Marianne Théberge-Guillon et Julie Raby. Les professeurs, donc Yannick Provost-Savard, Xavier Parent-Rochelot à HEC Montréal et moi-même. Et les étudiants Kenza Bencrid, Sabrina Pellerin, Élie Pilon et Émilie Provost-Cardin. Sans plus tarder, je cède la parole à Yannick. Merci à tout le monde pour l'introduction. Bonjour. Je vais vous parler en premier lieu un peu du contexte de l'étude, des objectifs de cette étude-là aussi. Donc, tout d'abord, on sait que la surveillance électronique, c'est un phénomène en grande croissance, principalement dû à 2 tendances de fond. Premièrement, le virage vers le télétravail qui a été amorcé puis qui se continue encore après la pandémie. Ce qui a mené à certains nouveaux besoins là, des patrons, des employeurs pour essayer de contrôler le travail à distance, s'assurer qu'il y ait une performance qui se maintient dans ce contexte-là. Donc, première tendance de fond. Puis, la deuxième, c'est la digitalisation du travail. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans une variété d'emplois. La transformation numérique aussi s'opère à travers plusieurs secteurs d'emploi. Donc, ces 2 tendances de fond-là ont mené à l'émergence de plusieurs fournisseurs de technologies, de services de surveillance, donc une explosion du phénomène de la surveillance électronique. Vous avez à la droite de l'écran quelques exemples de ces compagnies-là qui offrent ces services. Je pourrais pointer rapidement Staff Cop, Kick Idler, donc quand même des noms qui ont une certaine connotation. Donc, c'est à ce phénomène-là qu'on s'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que la technologie de surveillance? Bien, principalement, on peut la catégoriser en 3 grandes catégories. Premièrement, la surveillance de l'activité en ligne. Donc, ça peut inclure le suivi sur Teams ou Slack, d'autres plateformes, le petit voyant vert, le fameux voyant qui dit qu'on est présent et qu'on travaille. Ça peut être l'échange de documents, les rencontres virtuelles, l'utilisation aussi d'un ordinateur, d'un cellulaire qui est fourni par la compagnie. Donc, on peut, par ces moyens technologiques-là, vérifier un peu des captures d'écran ou ce qui est fait sur ces outils-là. Et aussi tout ce qui est même surveillance des médias sociaux. Donc, ça fait partie de la surveillance un peu plus de l'activité en ligne. Et la surveillance par localisation aussi au centre, donc les cartes à puce, tout ce qui est GPS, porte-clés, cellulaire, par différents moyens. Puis enfin, il y a la surveillance audio et vidéo. Donc, ça peut être par des caméras qu'on a vues présentes dans plusieurs secteurs, ou l'écoute et le minutage des appels, par exemple, et des pauses dans les centres d'appel. Donc, c'est des réalités qu'on a vues dans cette étude-là. On va creuser un peu plus l'ensemble des technologies un peu plus tard. Sinon, les 2 grands objectifs qu'on avait avec ce projet-là, c'était de, 1, documenter le phénomène, donc comprendre c'est quoi la surveillance électronique en milieu de travail, le taux d'utilisation, c'est quoi les technologies qui sont utilisées. Donc, on voulait documenter ça. Puis, on voulait aussi analyser les perceptions des travailleurs et travailleuses
quant à ces technologies. Donc, degré de légitimité, perception d'intrusivité, on va revenir à cette thématique-là aussi. J'en profite aussi pour dire que toutes les questions légales, bon, on n'est pas des experts légaux, ce n'était pas le principal objectif du projet. Donc, on s'en tient un peu plus à la description des technologies, puis à tout ce qui est leur perception dans le milieu de travail. Donc, méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet-là? Bien, c'est un projet de longue haleine qu'on a commencé un peu avant février 2023 par des discussions avec les centrales, établir les priorités. Puis on a commencé par des groupes de discussion en février 2023 où on a consulté 30 représentantes syndicales, représentants syndicaux, pour voir un peu c'est quoi les préoccupations, comment orienter aussi la suite du projet. Donc, on a analysé ces données-là et élaboré 2 questionnaires portant sur les thématiques qu'on a pu identifier dans les groupes de discussion. Donc, en mai 2023, un premier questionnaire qui visait un peu plus à regarder c'est quoi les technologies qui sont présentes, décrire un peu certaines perceptions de ces technologies-là. Puis, en juin 2023, on est allé un peu plus avec des questions ouvertes, donc regarder les attitudes des travailleurs, travailleuses par rapport à ces technologies. Et depuis, bon, on analyse les données, puis on diffuse les résultats, notamment comme on fait aujourd'hui. Donc, pour les groupes de discussion, 30 participants, les 3 centrales impliquées étaient assez bien représentées dans les participants à ces groupes de discussion. Belle variété de secteurs aussi, secteur de l'éducation, transport, assurance, médias, énergie, santé et services sociaux, puis le municipal. Pour ce qui est des 2 questionnaires, donc encore une fois, une belle représentativité de chacune des centrales impliquées dans le projet. On voit aussi qu'il y a une proportion un peu plus élevée de femmes qui ont répondu à nos questionnaires, ce qui est quand même cohérent avec le fait que la plupart provenaient de secteurs de l'éducation, enseignement, services publics, donc à proportion féminine plus grande. Puis je terminerai en disant aussi que les personnes qui ont répondu faisaient majoritairement du télétravail. Donc le télétravail, c'est peut-être un contexte aussi où les enjeux de surveillance sont plus importants. Donc, c'est important à noter aussi. Donc, les grands constats de ce projet, on a, premièrement, on a posé la question à tous nos participants dans les questionnaires, à savoir s'ils voyaient présentes 18 technologies de surveillance dans leur milieu de travail. Donc, c'est ces résultats-là, entre autres, qu'on vous présente aujourd'hui. Les personnes pouvaient répondre oui, non ou je ne sais pas. Donc, les grands constats, ce qu'on a observé, c'est que 82% des personnes déclarent au moins une technologie de surveillance dans leur milieu de travail. Puis si on s'intéresse seulement aux technologies qui sont présentes sur ordinateur, on va voir un peu plus tard chacune des technologies, mais dans ce cas-ci, c'est 71% des personnes qui rapportaient au moins une technologie de surveillance dans leur milieu. Donc, c'est des chiffres assez élevés, d'où quand même la prévalence importante de ce phénomène. Si on regarde les technologies plus précisément, on voit qu'il y a autour de 60% des personnes qui rapportaient l'utilisation de cartes à puce ou de badge. C'est pas surprenant dans le sens où c'est une des technologies les plus visibles. On sait si on utilise une carte à puce ou un badge, donc c'est pas un résultat surprenant. Ensuite de ça, on voit 40% qui rapportent la surveillance des sites web visités. Puis autour de 25 à 30%, tout ce qui est caméra, activités en ligne, certaines activités en ligne. Et on descend à 10 à 20% pour ce qui est géolocalisation, écoute d'appel, puis autres activités en ligne un peu plus rares. Donc, si on regarde les tableaux ici, on voit la proportion de réponses, soit oui, c'est présent dans mon milieu de travail, non ou je ne sais pas. Ce qu'on peut remarquer ici, bon, ça, c'est des technologies qui sont hors ordinateur.
Donc, il peut être utilisé dans le milieu de travail en général sans nécessairement avoir à utiliser un ordinateur. On voit que, bon, pour les médias sociaux, c'est peut-être l'utilisation de la vérification des médias sociaux, c'est quelque chose qui est moins connu, donc moins facile pour les employés de savoir si leur employeur monitore leurs médias sociaux. On voit, comme j'ai déjà dit, que les cartes à puce, les badges sont les plus utilisés. Puis on peut quand même noter que les caméras avec reconnaissance faciale, bien que peu présentes à 2,6 % de l'échantillon, sont quand même présentes. Donc, c'est un phénomène quand même qui est en croissance. Puis on voit des nouvelles technologies comme ça émerger aussi pour la surveillance. Si on s'attarde un peu plus aux technologies par ordinateur, il y en a un peu plus ici. Donc, on voit, premièrement, premier constat général, c'est qu'il y a quand même une grande méconnaissance. On est autour de 50 % des répondants pour chacune de ces technologies-là qui ne savent pas si la technologie est utilisée dans leur milieu de travail. Donc, premier constat. Sinon, on voit aussi, bon, les plus fréquemment utilisés, les sites Internet consultés, le contenu des courriels peut être surveillé, statut d'activité Teams, le fameux voyant dont je parlais plus tôt, le transfert des téléchargements, la surveillance aussi des rencontres par visioconférence qui est assez présente. Puis dans les moins présentes, on voit peut-être des technologies un peu plus intrusives comme les photos depuis la caméra de l'ordinateur ou carrément la surveillance vidéo constante par la caméra de l'ordinateur à 4 puis 3,4 % respectivement. Donc, c'est des technologies assez intrusives. On est content qu'elles soient moins présentes, mais c'est quand même présent. Donc, il faut aussi s'attarder à ce phénomène-là. Donc, en tout et partout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plusieurs technologies qui sont peu connues des employés. Donc, ça souligne l'importance de faire peut-être preuve de plus de transparence par rapport aux technologies qui sont utilisées. Puis, on va reparler un peu plus de ce point-là tout à l'heure. Avant de poursuivre, j'ai une petite question pour vous. Bon, malgré cela, il y a de la méconnaissance, il y a quand même de nombreux membres qui se sentent constamment surveillés. Donc, selon vous, c'est quoi la proportion des membres qui sont constamment surveillés, qui se sentent constamment surveillés, que ce soit moyen de technologie ou logiciel ou leur appareil au travail? Je laisse un petit moment pour y penser. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que 30 % des gens se sentent constamment, sont d'accord ou entièrement d'accord avec cet énoncé-là, comme quoi ils se sentent constamment surveillés. Donc, c'est quand même préoccupant. On va parler des perceptions, justement, des technologies un peu plus tard. Mais avant de passer à cette section-là, je voulais parler rapidement des motivations des employeurs aussi. Donc, voir un peu la perspective des employeurs dans nos groupes de discussion. On a identifié différents motifs qui pouvaient être justifiés ou du moins expliquer l'utilisation de la technologie de surveillance par les employeurs. Donc, on voit premièrement la sécurité des personnes, que ce soit des passagers dans les domaines du transport, étudiants dans l'éducation, les patients dans la santé, par exemple, ou les employés de façon générale. On voit aussi que la sécurité des sites, des infrastructures, des équipements est un autre motif d'adoption. La cybersécurité, donc la sécurité un peu plus technologique, protection des données contre les vols, les rançons logicielles, la surveillance était utilisée pour ça. On voit aussi la surveillance utilisée pour garantir l'équité de la charge de travail dans les équipes en cas d'abus, particulièrement en télétravail, dans les centres d'appel, par exemple, pour contrôler le fait que chaque employé fournisse des efforts naturels puis constants, même en situation de télétravail. Donc, ça a été utilisé pour ça. Gain de temps aussi pour les ressources humaines, donc automatiser, par exemple, la paye des employés à l'aide des technologies de surveillance. C'est un moyen. Puis, en contexte de pandémie, on a vu aussi la surveillance utilisée pour retracer les cas de contact pour la santé publique. Donc, ça, c'est les principaux motifs qu'on a vus. Mais par ailleurs, on a aussi demandé dans nos questionnaires aux employés eux-mêmes quelles raisons ils pourraient trouver légitimes
d'utiliser une surveillance électronique. Donc, le tiers des personnes nous ont répondu à cette question-là, donc il y a quand même une certaine proportion. Puis, les plus grandes raisons qui sont ressorties, éviter les abus, inciter à la conformité, améliorer les conditions de travail aussi, le droit de gérance, tout ce qui est sécurité, on le voyait aussi à la diapositive précédente. Donc, les chiffres ici, c'est le nombre de fois que ça a été mentionné sur environ 800 répondants, 700 à 800 répondants à ce questionnaire-là. Sinon, la perspective syndicale aussi est importante. On est allé creuser cet aspect-là dans les groupes de discussion. On a vu les principales préoccupations des syndicats par rapport à ce phénomène. Premièrement, le manque de consultation. Donc, souvent, la surveillance peut être mise en place de façon unilatérale sans considérer les besoins des employés ou impliquer le syndicat. Donc, ça, c'est une des préoccupations importantes. On voit aussi certaines préoccupations par rapport au risque de surveillance, oui, des employés, mais aussi des activités syndicales en tant que telles, que ce soit dans les locaux ou via des visioconférences. Donc, il y avait cette préoccupation-là aussi. Et finalement, souvent, la surveillance est implantée en contexte de télétravail, un peu comme un moyen de contrôler les employés ou leur performance malgré la distance. Mais dans cet équilibre-là, les syndicats estimaient aussi qu'il y avait un peu trop de surveillance qui était acceptée en contrepartie du droit à télétravailler dans certains cas. Donc, ça fait le tour un peu des préoccupations des employeurs, des employés. Je laisse la parole à Ariane pour les préoccupations un peu plus des employés. Merci Yannick. Donc, vous voyez que jusqu'ici, l'état des lieux des employés syndiqués au Québec révèle quand même une forte présence des technologies de surveillance qui coexistent avec beaucoup d'opacité, avec de la méconnaissance, avec une incapacité à vraiment savoir qu'est-ce qui est utilisé dans quel milieu de travail et à se prononcer pour dire oui, je suis soumis à cette technologie et pas à telle autre. Alors, ce qui nous intéressait aussi avec nos partenaires, c'est de comprendre ce que ça fait aux gens, ce que ça fait à vous, là, qui vous nous écoutez et peut-être avez participé à ces enquêtes, en termes de perception, en termes d'inquiétude. Donc, nous avons demandé dans quelle mesure est-ce que vous estimez que cette surveillance est transparente, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est intrusive? Et puis, dans les volets plus qualitatifs, quand nous avons parlé aux gens ou qu'il y avait des questions ouvertes pour répondre dans les questionnaires, nous avons demandé quelles sont vos inquiétudes ou quels sont les autres éléments que vous souhaitez partager. Donc, la vue d'ensemble, c'est que la perception de ces technologies de surveillance, c'est quand même très largement négative. À la question, voyez-vous cette surveillance comme transparente et la voyez-vous comme légitime, on a seulement 3-4% des gens qui nous répondent par l'affirmative. Et les principales inquiétudes qui ressortent, c'est l'intrusivité dans la vie privée. Donc, pour soi-même, on a 72% des répondants qui sont inquiets ou très inquiets de l'intrusivité, la persistance des données dans le temps, c'est-à-dire l'absence de droit à l'oubli si on fait une erreur, et la dénaturation, c'est-à-dire le fait qu'on peut commencer à utiliser un outil pour une raison, par exemple la sécurité d'un site, et puis que cet outil va ensuite graduellement être utilisé pour d'autres raisons, par exemple le temps de présence ou les comportements des employés. Alors, il faut nuancer parce qu'il y a des différences selon les technologies. Certaines technologies sont vues comme plus justifiées que d'autres, en particulier la carte à puce, parce que ça, c'est une technologie qui est très utilisée depuis longtemps. Donc, on a 40% des répondants, attention, c'est seulement 40%, c'est pas 100%, qui l'aperçoivent comme très justifiée. Les autres technologies qui sont vues comme très justifiées par 10 à 20% des répondants sont les téléchargements de fichiers, donc ça renvoie à la motivation de cybersécurité, la surveillance des visioconférences, les caméras et la surveillance du contenu des courriels. Mais à nouveau, on n'a que
10 à 20% des répondants qui le voient comme étant très justifié. Et toutes les technologies, sauf la carte à puce à nouveau, sont vues comme intrusives pour soi et pour les autres par plus de la moitié à 2/3 des répondants. Si je vous montre un petit peu plus en détail, technologie par technologie, ici ce sont les technologies hors ordinateur. Vous voyez que donc ce qui est perçu comme le plus justifié, le moins intrusif, c'est la carte à puce, les badges. Et ce qui est perçu comme le moins justifié et le plus intrusif, c'est l'écoute d'appels et les microphones, parce que souvent c'est indétectable, c'est caché. Si on regarde maintenant les technologies sur ordinateur, ce que vous voyez ici, c'est que ce qui est le plus justifié, le moins intrusif, c'est la surveillance des téléchargements de fichiers. Ça, à nouveau, c'est une technologie qui date depuis des décennies, on s'est habitué à ça. Et ce qui est vu comme le moins justifié et le plus intrusif, c'est la surveillance vidéo constante depuis la caméra de l'ordinateur. Il faut dire qu'une telle surveillance, ça ne laisse vraiment aucun droit à l'erreur et aucun répit à la personne qui est filmée comme ça de manière permanente. Pour l'ensemble des mesures, des technologies de surveillance globalement, nous avons mesuré la transparence, la légitimité, l'intrusivité. Donc regardons ça un petit peu plus en détail. Pour la transparence, nous avons posé des questions du type « Je suis toujours informé lorsqu'on utilise les technologies pour enregistrer des informations sur moi ou sur mon travail de façon électronique ». Vous voyez, seulement 4% des gens qui disent je suis d'accord ou entièrement d'accord à ça. La légitimité, c'était des questions du type « Il est normal, nécessaire que mon employeur surveille à distance l'usage que font les employés de leur ordinateur professionnel ». Seulement 3% sont d'accord avec ça. Il faut dire là aussi également, je pense qu'on est nombreux à savoir qu'en théorie, on devrait avoir un ordinateur professionnel, un ordinateur personnel, un téléphone professionnel, un téléphone personnel pour ne pas être soumis à la surveillance, mais de façon pratique et puis pour des raisons de coût aussi, on est nombreux à faire bien des choses sur le même appareil, ce qui explique ces perceptions. La dénaturation des outils, exemple dénoncé, mon employeur pourrait utiliser les technologies pour d'autres raisons que celles annoncées. C'est une source d'inquiétude forte pour près de 40% des répondants. Et la persistance des données, c'est-à-dire le fait d'être inquiet de ne pas pouvoir supprimer des informations que l'employeur recueille ou pourrait recueillir sur soi, est une inquiétude pour 63% des répondants. La persistance des données, c'est vraiment quelque chose d'embêtant parce que vous pouvez à un moment donné faire une plaisanterie dans un contexte spécifique et ça passe très bien dans ce contexte-là. Mais s'il y a eu une trace numérique et qu'on vous le ressort 2 ans après dans un autre contexte, ça peut être tout à fait embêtant. Le caractère intrusif, donc j'ai l'impression que mon utilisation des technologies facilite l'intrusion de mon employeur dans ma vie privée, 72% des gens qui sont inquiets de ça. Dans la vie privée des personnes avec qui je travaille, et oui, parce que quand vous prenez des captures d'écran de Zoom ou quand vous prenez des captures d'écran des courriels qu'on peut s'échanger, par exemple, au sein de ce comité, c'est pas seulement l'employé qui travaille, c'est aussi tous les collègues qui sont pris dans ce faisceau de surveillance. Et dans la famille, parce que quand vous faites des visioconférences, vous pouvez avoir des conjoints, des enfants dans votre arrière-plan. Pareil, s'il y a des captures d'écran de courriel que vous êtes en train d'écrire à des membres de votre famille, ça aussi, ça va être quelque chose qui peut être rapporté, conservé par l'employeur. Alors, d'un point de vue qualitatif, maintenant, on en a parlé dans les groupes de discussion avec les conseillers syndicaux et il y avait des questions ouvertes, des questionnaires. Ce que les répondants nous ont dit, c'est des choses très parlantes sur le manque de transparence, la méconnaissance par les syndicats et les membres. Par exemple, les caméras, ils disent qu'il n'y a pas le son, mais on m'a rapporté mes paroles. Donc si on m'a rapporté mes paroles, c'est bien qu'elles ont été enregistrées. Mais je ne suis pas sûre, ça peut être quelqu'un à côté de moi qui l'aurait dit. Parfois, il faut une chasse aux sorcières pour faire des exemples, puis ça disparaît. Donc, vous voyez une utilisation de la surveillance qui n'est pas constante, qui varie en fonction des circonstances, en fonction des besoins. La persistance dans le temps, l'absence de droit à l'oubli, il n'y a rien de pardonné. Ça, c'est très, très angoissant. La dénaturation des outils, leur caractère insidieux, c'est venu tranquillement, un item à la fois.
C'est pas mentionné noir sur blanc, mais on le sait que l'employeur s'en sert pour valider les heures de travail quand il a des soupçons. Là encore, c'est pas clair. Quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on l'utilise pas? Tant que mon employeur s'en serve pas pour discipliner, mettre de la pression supplémentaire. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui espère que ça n'arrivera pas, mais qui sait que ça pourrait arriver. La vulnérabilité des employés, c'est-à-dire que, bien sûr, on est informé, on le sait qu'on ne devrait pas faire certaines choses personnelles sur l'ordinateur, bon, mais on n'est pas constamment à l'affût, on n'a pas tout le temps ça en tête. Parfois, la vie arrive, on peut avoir besoin de vérifier un compte en banque parce qu'on a un problème financier ce jour-ci. On peut avoir besoin de vérifier un résultat d'analyse de sang qu'on a fait le matin même parce qu'on est inquiet. Et ça, on le fait sur son ordinateur de travail. Et ben ça aussi, c'est pris dans la surveillance. Donc, on est vulnérable à ça. Les gens nous ont mentionné l'atteinte aux droits des travailleurs, la vie privée, l'absence de consentement. Sur les médias sociaux en particulier, il y a quelqu'un qui fouille en permanence. On se fait dire, va enlever tel post Facebook. Dans la rencontre Zoom, ah, t'as tel livre, t'es en train de lire tel livre parce que c'était dans l'arrière-plan. Ou la vie privée des autres personnes qui sont prises dans cette surveillance. Par exemple, une surveillante et des élèves qui sont dans des bandes qui sont visionnées en cours dans le dossier d'un concierge. D'autres droits qui peuvent être atteints, c'est le droit à la déconnexion, surtout en travail. Donc, des gens qui rapportent une pression constante parce qu'on se lève le matin, on n'a peut-être même pas pris son café. Allez hop, on va se mettre sur Teams, histoire d'avoir le voyant dont tu parlais, Yannick, le voyant vert qui indique qu'on est bien connecté. Et le droit à l'image dans le secteur de l'enseignement, ça on nous l'a beaucoup dit, qu'on demandait l'autorisation aux parents pour filmer les élèves, mais que l'enseignant, lui, il n'a pas toujours le même droit à l'image. De façon surprenante, parce que ça, c'est pas trop dans les écrits scientifiques qu'on avait revus avant, plusieurs personnes nous ont mentionné des risques liés au manque d'éthique de certains gestionnaires, certains employés. Par exemple, des gestionnaires qui utiliseraient la surveillance pour se prendre des petits privilèges, qui agiraient en tant qu'électrons libres, qui exagéreraient, qui l'utiliseraient pour régler des comptes comme représailles. Que ce soit par exemple quelqu'un qui va accéder à des informations d'un collègue en faisant une copie d'écran ou sur un ordinateur qui est resté allumé. Il y a eu des cas, il y a eu des vrais cas qui sont allés en cours et qui en feraient mauvais usage, ou un gestionnaire qui irait voir un collègue au service informatique et qui irait demander à consulter certaines données pour faire de l'espionnage. Donc ça, évidemment, ce sont des choses qui inquiètent énormément. Alors, on a beaucoup d'inquiétudes qui ont été mentionnées ici. Quelles sont les conséquences pour le climat de travail? Dans la grande majorité, évidemment, les conséquences, vous vous en doutez, sont négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas seulement négatives. Donc, dans le négatif, vous voyez, c'est la partie basse de la diapositive que vous voyez en ce moment. Dans le négatif, on a des opinions du type c'est une question de confiance, on n'est pas informé, je me demande si ces pratiques-là sont bien légales, ça pourrait causer du désengagement au travail, clairement ça vient réduire mon autonomie, l'intrusion dans la vie privée. Et puis des gens qui expriment des émotions. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez que ce n'est pas seulement de l'ordre de l'opinion, je ne suis pas d'accord. On a des réactions très émotives, affectives à ça. Des gens qui disent en grande majorité qu'ils se trouvent mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Certains disent, moi, je me sens abusé. Je ressens de la peur, de l'insécurité. Je rejette ça, je ne suis pas d'accord. Des mots très forts, des personnes, plusieurs, qui nous ont dit « je me sens violée, je ressens du mal-être, je me sens révoltée, je ressens de l'indignation ». Donc, vous voyez, c'est vraiment pas neutre. Ce sont des choses très profondes, ça vient chercher les gens. Donc, je vous disais pas seulement négatif, parce que c'est vrai que pour certains, il peut y avoir des raisons légitimes d'adoption de ces technologies de surveillance. Yannick les a listées. Donc, on a quand même un petit nombre de personnes. Vous voyez, sur 500 et plus répondants, on en a 31 qui sont favorables à la surveillance, avec des arguments du type ça permet de faire en sorte que tout le monde travaille, ça permet de faire en sorte que moi qui travaille, je puisse être récompensé. Et puis des gens qui disent simplement qu'ils sont confortables. Et ce que vous voyez au milieu, l'ambivalence, c'est les gens qui sont des deux côtés à la fois. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui, ça me fait un peu peur, mais d'un autre côté, peut-être que par certains aspects, ça peut être positif.
de façon très embêtante pour le climat de travail, ça génère beaucoup d'autocensure et de paranoïa. Parce que non seulement on a beaucoup de présence de technologies de surveillance, mais en plus, il y a cette opacité. On ne sait pas exactement ce qu'il y a, on ne sait pas comment c'est utilisé. Et donc, ne sachant pas quelle est la réponse prudente, si vous voulez, ben, c'est de s'autocensurer, puis c'est d'essayer d'être vigilant. Mais ça, c'est pas très bon pour le climat de travail, parce que ça donne des comportements de protection. On prend plus de précautions pour les échanges de courriels. On essaye de pas trop dire les choses. Alors, comment voulez-vous collaborer pleinement si vous essayez de pas trop dire les choses? C'est compliqué. On évite les plateformes du collège, par exemple, pour le travail syndical et les rencontres sensibles. On a des commentaires du type « les gens se sentent opprimés, on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas parler entre collègues ». Donc, vous imaginez bien que ça nuit au climat de confiance, ça nuit au climat d'équipe, ça nuit à la collaboration. Si plus aucun échange privé n'existe, devons-nous nous auto-censurer en tout temps afin d'éviter de froisser nos gestionnaires et d'en subir les conséquences? Alors ça, c'est peut-être ma citation préférée, c'est malheureux, hein. C'est un climat de terreur depuis le virage en télétravail. Vous vous rendez compte quand même de la puissance des effets de la surveillance. C'est comme dans la prison panoptique où les détenus ne savent pas s'il y a un gardien qui nous observe dans la tour centrale. Cela incite à la paranoïa. Et puis, des gens qui font le parallèle avec ce qui arrive dans nos vies personnelles, dans nos vies sociales démocratiques, c'est-à-dire des phénomènes de surveillance qui viennent limiter la liberté d'expression. Donc, dans ce contexte-là, on a une dégradation certaine du climat de travail, notamment un bris de confiance. Des gens qui disent « je ne ferai pas non plus confiance à un employeur qui utilise ces technologies ». Ça nourrit un sentiment de méfiance, un climat de suspicion réciproque et des inquiétudes sur les dégâts que ça vient causer, notamment en termes de contrats psychologiques et de stress des employés. En bout de ligne, ce qu'on a, c'est potentiellement des comportements contre-productifs, potentiellement des comportements déviants, et puis des gens qui vont donner leur démission et des soucis de rétention du personnel. Merci, Ariane. Donc, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations-là? En fait, pour les employés, il y a deux besoins principaux qui ont été exprimés. Premièrement, un besoin de cadrage, donc un besoin pour encadrer cette pratique-là, que ce soit mettre des règles, des limites au niveau aussi de qu'est-ce qui peut être surveillé, quelles technologies sont utilisées. Donc, c'est un besoin aussi rapporté dans plusieurs extraits là, aussi qualitatifs qu'on a analysés. Puis, deuxième besoin, c'est le besoin d'information. Besoin d'être préalablement avisé du recours aux pratiques de surveillance, mais pas simplement des petits caractères dans un document de règlement quelconque. Donc, vraiment d'avoir de l'information précise là, sur le type de surveillance, sur quelles données peuvent être collectées, la durée aussi de conservation de ces données-là. Encore une fois, certains textes qualitatifs nous ont pointé vers ce besoin. Donc ça, c'est du point de vue des employés. Puis maintenant, on peut aussi se poser la question au niveau des syndicats, de nos partenaires pour cette étude. On a identifié 4 principales pistes d'action possibles. Donc, bien sûr, à voir qu'est-ce qui est faisable dans chacun des syndicats, des instances, mais 4 principales suggestions. Donc, premièrement, un état des lieux de la situation. Cette étude est un premier pas dans cette voie-là de mieux documenter les effets, les tenants et aboutissants de la surveillance. C'est important aussi parce que on l'a vu, c'est un enjeu qui évolue rapidement, les technologies évoluent pratiquement constamment. Donc, de faire un suivi sur ces pratiques de surveillance, c'est important. Deuxième piste possible, c'est les actions collectives. Donc, soit par la négociation de clauses de convention collective portant sur la surveillance ou par un comité national intersyndical. On viserait à limiter et interdire certains types de surveillance, potentiellement demander plus de transparence, bien sûr, sur la surveillance utilisée, ses objectifs. On voudrait, par ce moyen-là, aussi, de façon plus globale, défendre le droit à la vie privée, au télétravail, à l'image, à la déconnexion aussi. Ariane en a parlé. Donc,
deuxième piste d'action. Sinon, la troisième, ben, c'est de continuer à informer et sensibiliser les employés, les membres des centrales syndicales aussi, par rapport à cette surveillance. On l'a vu dans nos résultats, c'est très peu connu encore, donc d'où l'importance de sensibiliser, de connaître quels moyens de surveillance sont possibles, comment est-ce qu'on surveille de façon générale, sensibiliser les membres. Et en terminant, une dernière piste, peut-être pas la plus facile, mais promouvoir une culture de confiance, influencer en quelque sorte la philosophie RH. On voit que souvent la surveillance vient d'un besoin de contrôle, de micro-gestion, mais je pense que les syndicats puis les milieux de travail en général ont avantage à favoriser une gestion qui s'éloigne de la micro-gestion, plus une gestion par objectif, par exemple, qui s'applique bien dans le contexte du télétravail. Donc voilà pour les pistes d'action. Merci pour votre attention. Je pense qu'on a aussi une période de questions, donc on va pouvoir poursuivre avec ça. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Je me présente, Jean-François Piché, c'est moi qui vais animer la période de questions. J'ai déjà noté quelques questions qui nous sont provenues de la zone à cet effet. D'abord, merci Ariane et Yannick pour cette intéressante présentation avec beaucoup d'exemples et quelques inquiétudes, j'imagine. En tout cas, je regarde les questions, il y a quelques inquiétudes qui s'en dégagent. Mais d'abord, une question de clarification peut-être. Il y a une personne participante qui nous dit « Je ne suis pas certain de comprendre la notion de dénaturation des outils. » Peut-être expliquer davantage, puis peut-être donner des exemples à cet effet-là. Oui, alors la dénaturation des outils, c'est quand on met en place une technologie particulière pour une raison donnée. Par exemple, on va mettre en place une caméra pour s'assurer pour assurer la sécurité du port de Montréal ou d'un autre site. Et cette raison apparaît légitime et validée par tout le monde. Mais après, sans le dire, de manière insidieuse, on s'en sert pour autre chose. Par exemple, puisqu'on a les enregistrements, on va regarder qui arrive à quelle heure et on va s'en servir comme pointeuse. Ou alors, on va s'en servir pour voir les comportements qui pourraient peut-être prendre une pause un peu trop longue ou qui irait dans un local où il n'est pas censé aller. Vous voyez, d'autres usages qui, eux, n'ont pas été annoncés. Merci beaucoup. Deuxième question. Bon, on a vu évidemment les intérêts légitimes des employeurs sur toutes les questions de sécurité, les préoccupations absolument fondées des employés sur tous les risques, là, la vie privée notamment, et on a vu là, un peu là, les verbatims assez particuliers qui en sortaient dans votre étude. Vous avez nommé quelques exemples, mais pouvez-vous peut-être aller un peu plus loin? Existe-t-il des pratiques qui permettraient de concilier ces intérêts-là? Donc, question de sécurité du côté de l'employeur et évidemment, toutes les questions de vie privée, respect et surtout confiance, maintenir le lien de confiance, climat de travail. Donc, est-ce qu'il y a des pratiques qui permettent de concilier ces besoins-là divergents là, entre les employeurs et les employés? Yannick a prononcé un mot que je trouve très important, c'est cadrer. C'est-à-dire que il y a des technologies de surveillance qui peuvent être utiles. Par exemple, surveiller les téléchargements de fichiers quand on est chez Hydro-Québec et qu'on a des attaques de cybersécurité et qu'on doit assurer que le réseau électrique du Québec continue de fonctionner. Ça peut faire du sens. Vous voyez, on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais utiliser de surveillance de technologie. Effectivement, il peut y avoir des raisons légitimes, mais il faut le cadrer, c'est-à-dire qu'il faut définir clairement avec quel objectif est-ce qu'on utilise quel outil et s'en tenir à cet objectif-là. Christian, dans ton introduction historique, tu avais dit que les efforts des syndicats avaient réussi à circonscrire l'utilisation de la surveillance à certains usages et pas à d'autres. Donc, une forme de compromis, ça serait d'arriver à définir quel outil de surveillance on peut utiliser, à quel objectif, mais aussi avec quelle portée. Par exemple, il y a des législations. En France, il y a une commission qui s'appelle Commission nationale informatique et liberté et qui a déterminé qu'on peut utiliser de la surveillance par caméra des employés, mais jamais de façon constante, permanente. L'employeur doit justifier pourquoi il le fait et il doit le limiter dans le temps. En aucun cas, on peut soumettre quelqu'un à une surveillance permanente.
parce que c'est pas humain, en fait, tout simplement. Donc, c'est peut-être des choses qui peuvent se faire avec les syndicats, milieu de travail par milieu de travail. Merci beaucoup, Ariane. Et là, si on se place maintenant du côté du syndicat local, quels sont les moyens concrets qu'un syndicat local peut mettre en marche pour que justement l'employeur puisse, en fait, pas l'employeur, mais obliger l'employeur un peu à travailler avec le syndicat? Est-ce que vous avez des exemples à donner? Donc, quel type de questions est-ce qu'on peut poser à l'employeur pour vérifier son niveau de surveillance? Donc, bref, que peut faire un syndicat local pour prendre les devants face à la surveillance électronique pour assurer évidemment la vie privée de ses membres et le climat de travail? Je peux y aller avec ça. Ben, tout d'abord, chaque syndicat local a des personnes conseillères dans les dossiers. Je pense que c'est les premières personnes à interpeller parce que question stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, en deuxième, etc. Je pense que c'est les personnes qui sont dans les dossiers qui sont les mieux placés pour conseiller le syndicat local là-dessus. Mais des exemples, là, puis il y a pas, il y en a plein, là, c'est au niveau de la négociation, c'est au niveau d'aller voir vos membres, aller leur demander s'ils pensent qu'ils sont surveillés, eux autres mêmes. Après ça, poser des questions à l'employeur, puis si on est capable d'intégrer dans nos conventions collectives tout le cadrage, là, que Marianne parlait. Donc, lorsque nécessaire, avoir un objectif sérieux, c'est nécessaire de faire cette surveillance-là légitime, précis. Les objectifs doivent être légitimes et précis, pas intrusifs, ni en continu. On ne peut pas s'en servir pour donner des mesures disciplinaires. Il y a un préavis avant de mettre la technologie en place au syndicat qui pourrait être demandé, un peu comme on a dans les changements technologiques dans plusieurs de nos conventions collectives. Donc, 6 mois avant l'arrivée du changement technologique, donc 6 mois avant l'arrivée de la surveillance électronique, l'employeur doit nous donner les détails du pourquoi puis comment il va faire cette surveillance-là pour pouvoir l'encadrer à ce moment-là avant qu'elle soit mise en place. Parce qu'une fois qu'elle est mise en place, là, c'est très, très, très difficile d'agir. Donc, il faut toujours agir le plus possible en amont. Il y a aussi toute la question de la conservation des données. Combien de temps l'employeur va conserver ces données-là? On peut mettre un peu comme une mesure disciplinaire un nombre de temps où l'employeur doit détruire les données pour faire comme il détruit, comme il y a l'amnistie au niveau des mesures disciplinaires. Et aussi, ce qu'on pourrait essayer de négocier, c'est toute la question de la transparence, l'accès aux données. Donc, un travailleur sur lequel l'employeur emmagasine des données puisse voir les données que l'employeur a sur lui, un peu comme il peut voir son dossier dans l'entreprise. Donc, faire des parallèles avec d'autres dossiers comme ça. Donc, c'est un peu, entre autres, là, ce qu'on peut essayer de travailler. Je dirais peut-être en complément, comme premier pas, on a réalisé dans l'équipe un guide pratique sur les outils de surveillance qui résume en fait les données qui vous ont été présentées ici. Ce guide est accessible sur le site internet du service aux collectivités UQAM, est aussi à la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Et vous avez ce webinaire qui sera enregistré, qui sera disponible. Donc, je pense que des premières étapes qui pourraient faire sens, c'est de sensibiliser les membres au niveau local à l'aide de ces outils-là, de faire un état des lieux, comme disait Christian, quelles sont les préoccupations, est-ce qu'il y a eu des cas disciplinaires, de documenter en fait ce qui se passe dans votre milieu de travail. Et peut-être après, justement, d'aller voir l'employeur en lui disant bah, « Vous avez vu ce guide, vous avez vu ces inquiétudes-là, qu'est-ce qui se passe chez nous? On aimerait avoir des informations dans la mesure où c'est réaliste dans votre contexte de négociation locale. » Merci beaucoup, Christian et Ariane. Juste peut-être préciser aux personnes participantes, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, là, mais les questions juridiques pointues, évidemment, nos deux personnes panélistes ne peuvent pas répondre à des questions juridiques pointues. Par contre, on les note bien, on verra par quel canal on pourra y répondre. Idem pour des questions de nature très, très technique sur les outils utilisés. Par contre, il y a une étude, et là, peut-être que la réponse peut être donnée, là, je la pose. Il y a un spectateur qui demande comment l'employeur peut nous surveiller par Teams. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Est-ce que, par exemple, il y a un voyant lumineux qu'on va constater et que ça indique que l'employeur nous surveille? Ou est-ce qu'il y a une façon de voir que la caméra est allumée et là, on peut, à ce moment-là, se rendre compte que l'employeur nous surveille? Est-ce qu'il y a un moyen, bref, qu'on puisse s'apercevoir qu'on a une surveillance de l'employeur?
C'est souvent très difficile à faire, hein, sans rentrer dans les détails techniques. On n'est pas des experts aussi des technologies pointues qui sont utilisées, mais c'est sûr que le voyant, bon, lumineux, souvent est partagé, tout le monde peut le voir, donc on sait jamais si c'est observé ou pas par les autres personnes. Parmi les patrons logiciels que j'ai présentés aussi au début, il y a certaines technologies de surveillance qui permettent aussi de prendre des données à travers ces plateformes-là. Mais très difficile souvent. En fait, certains fournisseurs de technologies de surveillance se vantent du fait que leurs technologies sont pratiquement indétectables. Donc, c'est peut-être pas par le moyen technologique qu'on peut s'assurer qu'on est surveillé ou pas, mais c'est plus par des initiatives au niveau syndical, questionnement de l'employeur, etc., là, qui est peut-être plus la voie à suivre, selon moi. Peut-être juste pour rajouter sur Teams, un des dangers avec Teams, c'est qu'on ne contrôle pas la façon qui est configurée, puis on ne contrôle pas les changements qu'il apporte. Et régulièrement, on voit une petite fenêtre s'allumer pour dire qu'il y a des changements, puis ça dure des lunes de temps, puis il n'y a personne qui lit ça, puis il y a des changements qui peuvent être apportés en tout temps, qui font en sorte que si on vous dit non, l'employeur ne peut pas actuellement, mais peut-être que demain, il va y avoir une modification qui va faire en sorte qu'il peut. Et ça, j'ai des exemples concrets, là. Par exemple, si vous convoquez des gens à une réunion, que vous enregistrez la réunion en Teams et que la moitié des gens quittent et que vous réenregistrez encore une autre partie de réunion en Teams sur le même lien, bien, les gens qui ont quitté le matin vont avoir accès à l'enregistrement. Et c'était pas comme ça, là, 2 ans, mettons. Donc, il y a des choses comme ça qui changent, qui font en sorte qu'il faut faire attention à tous ces logiciels-là parce qu'on ne les sait pas, là. On serait supposé savoir, mais on ne les sait pas plus. Donc, je comprends bien, il faut surveiller la surveillance. Oui. C'est exactement ça. Question. Oui, vas-y, Ariane. À la décharge de l'employeur, parfois l'employeur est pris avec la même difficulté, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, Microsoft 365 que beaucoup d'employeurs utilisent, fait des mises à jour automatiques. Et c'est arrivé que, moi j'avais contacté la direction informatique de l'UQAM et ils m'ont dit qu'effectivement, si on n'y prête pas attention, par défaut, certains processus de surveillance sont activés. Donc c'est à eux de le savoir et de le désactiver. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent être pris à surveiller les employés sans le savoir. Donc, c'est compliqué sur le plan technique. En effet. Et une question qu'on peut se poser également qui est arrivée. En situation de télétravail, dans le cas de surveillance, avec tous les outils que les employeurs ont en main, veut pas, c'est la vie professionnelle qui vient comme s'immiscer dans la vie personnelle. Quelles sont les implications reliées à la surveillance sur la vie personnelle des personnes qui sont en télétravail? Oui, c'est une très bonne question. J'ai touché un peu là, au télétravail au courant de la présentation, mais effectivement, le télétravail, c'est de réaliser une activité propre au travail dans un domaine propre à la vie personnelle. Donc, il y a une certaine intrusion à la base de ça. Puis, le télétravail, on l'a vu dans d'autres études, rend les frontières entre le travail puis la vie personnelle souvent plus floues. Donc, c'est plus difficile, par exemple, de se déconnecter le soir ou de vraiment marquer la frontière entre les activités professionnelles et personnelles. Puis, ce qui aide aussi par rapport à ça, c'est d'avoir un certain sentiment de contrôle par rapport aux frontières, à comment on gère ces frontières-là. Donc, c'est là où entre la surveillance, il y a aussi une intrusion qui peut être perçue comme intrusive au niveau familial. Ariane en parlait de l'intrusivité pour les membres de la famille. Bon, je suis sur Zoom, puis un membre de la famille passe derrière moi. C'est aussi, si c'est enregistré, ça peut avoir des conséquences pour la vie privée, mais au niveau familial également. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu. Souvent, les enjeux de surveillance sont plus saillants en télétravail, comme je disais d'entrée de jeu, mais on peut aussi penser aux besoins des employeurs que j'ai mentionnés, d'avoir un peu plus de contrôle. C'est sûr, les employés sont à distance dans ce contexte-là. Donc, comment on fait pour avoir un bon équilibre? Je pense que on veut s'en aller un peu plus vers la gestion par objectif. Donc, essayer de délaisser un peu la micro-gestion, de s'assurer que chaque personne est connectée sur Teams à tout moment. C'est peut-être pas la voie à suivre. Puis, en contrepartie, au niveau des employés, il
il faut aussi faire attention à l'utilisation des technologies, des outils technologiques offerts par l'employeur, que ce soit ordinateur, cellulaire. Comme on disait, ça peut être facile d'installer un logiciel sur ces outils-là qui est pratiquement indétectable. Donc, dans le contexte de télétravail, souvent, c'est quelque chose de présent auquel il faut faire attention de s'attendre à potentiellement être surveillé, mais bien sûr, on milite pour la transparence puis pour que tout ça soit encadré aussi en télétravail, bien sûr. Merci beaucoup, Yannick. Et peut-être une dernière question dans le temps qui nous reste. Là, on a vu tous les moyens de surveillance, tout ça. Et on parle beaucoup présentement d'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des liens. Et là, peut-être plus largement et peut-être en guise de conclusion, comment déceler les risques de l'intelligence artificielle dans nos milieux de travail et comment les circonscrire? Donc, des moyens d'action, prévention des conséquences non désirées, parce que oui, il y a la surveillance électronique, mais il y a tous les outils qui s'en viennent potentiellement dans nos milieux de travail via l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut, comme employé, comme syndicat, à la limite, déceler les risques que présente l'IA dans nos milieux de travail au niveau surveillance? Voilà. C'est une vaste question. L'intelligence artificielle peut avoir un nombre d'impacts considérables au travail. Il y a eu un webinaire du service aux collectivités sur ce sujet-là. Il y a la surveillance, mais aussi le travail algorithmique, dans certains milieux, le remplacement des postes par l'intelligence artificielle ou une modification du contenu du travail parce qu'il peut y avoir des choses prises en charge par l'intelligence artificielle, ce qui demande de la requalification. Moi, j'irais avec ce que Christian a proposé, c'est-à-dire négocier dans les conventions collectives qu'il y ait une information de l'employeur aux syndicats et aux employés sur les nouvelles technologies qui sont mises en place au travail, pas seulement les technologies de surveillance, mais l'ensemble des nouvelles technologies numériques, de façon à ce qu'il y ait, j'ai dit information, ça c'est minimaliste, information, ça devrait même être consultation, et puis travail collaboratif avec les syndicats, et en tout cas préavis, effectivement, comme Christian l'a mentionné, avant qu'on vienne introduire des nouvelles technologies qui changent la nature du travail ou qui changent les relations dans les équipes ou qui peuvent même changer le nombre de personnes employées, que ça soit quelque chose qui soit clair en amont et qui soit élaboré, négocié avec les partenaires syndicaux. Si vous voulez ajouter quelque chose. T'as tout dit. Ça complète bien. Yannick, ça va? Parfait. Eh bien, écoutez, il est 13 heures, c'est le temps qu'on avait pour ce webinaire. Alors, merci beaucoup, Christian, Yannick, Ariane, Lucie, pour cette belle présentation fort intéressante, très riche et inquiétante, on va se le dire, comme je le disais tout à l'heure. On aimerait beaucoup aux personnes participantes, il y a un formulaire d'appréciation et de l'événement qui va être disponible. On aimerait beaucoup avoir vos commentaires. On a fait plusieurs webinaires sur des sujets similaires par le passé. Il y en aura d'autres à venir. Alors, évidemment, il y a toujours place à amélioration. Donc, ça serait bien apprécié que vous puissiez remplir ce formulaire-là. Donc, c'est tout. Merci encore une fois à tout le monde pour ce bel événement. Et bien, on surveille le tout. Alors, merci. Bonne fin de journée.